Parce que contrairement d'ailleurs à ce qui a été dit, ce n'est pas au Rwanda que les terres ont été vendues ou octroyées. C'est au parti de Paul Kagame, parti politique. Pardon, vous êtes en train de nous dire que ces accords ne concernent pas la cession des terres congolaises, du Congo-Brazzaville, bien entendu, au Rwanda, mais plutôt au parti de Paul Kagame. C'est cela. Bien entendu, mais, mais c'est clair. Ce n'est pas l'État rwandais qui est entré en possession des terres, c'est une structure économique, Oui, Crystal Venture, oui, évidemment. mais bien entendu, dont les financements sont tirés du parti de Paul Kagame, le FPR, et dont des fonds secrets de Paul Kagame. Enfin, bon, alors, si c'était une opération d'État à État, est-ce que ça fait l'objet d'un débat au Parlement congolais? Est-ce que ça fait partie d'un débat parlementaire? Non du tout. Bon, Malheureusement, ça échappe au Parlement, le Parlement d'ailleurs. Hein, personne n'en est au courant des termes bon, de ces contrats ou de ces bon. accords. J'ai cru comprendre aussi, par exemple, que euh, il y a un ancien ministre congolais de l'économie, M. Zong, je crois, qui a écrit au Parlement et aux représentants, aux responsables congolais pour leur dire que c'était extrêmement grave et que ça, c'est un sujet que les parlementaires congolais ne pouvaient pas donner leur accord à ce genre de session. Et j'ai cru comprendre aussi qu'il y a un autre citoyen congolais qui, je crois, est économiste, euh, qui a considéré, je crois que c'était dans le cadre de votre émission que j'ai suivi ça également, une de vos émissions, qui disait que c'était, je dirais, attentatoire à la constitution du Congo. À la Constitution congolaise, oui, oui, du Bon. 6 novembre 2015. Alors, depuis quand des sessions ou des actions, des opérations qui se déroulent entre États peuvent avoir autant de zones d'ombre et de points d'interrogation? Je ne crois pas, puisqu'il y a la continuité de l'État. C'est-à-dire que si cet octroi de terre est une bonne chose pour le Congo, normalement, le jour où le président Sassou Nguesso n'est plus au pouvoir, les Congolais de Brazzaville peuvent continuer à travailler sur ce registre-là et pouvoir en bénéficier. Or, si les citoyens congolais se posent des questions aujourd'hui, mais je pense qu'il faut quand même leur apporter des réponses claires, puisque bon, moi je pars de l'idée que ce n'est pas quelque chose de douteux. Donc si je pars de l'idée que ce n'est pas quelque chose de douteux, ça signifie qu'on peut leur apporter des éléments très objectifs sur la table pour au moins les rassurer. Mais ce qui me pose question, c'est que là où l'endroit où ces terres-là sont octroyées est quasiment aussi à la frontière de la RDC. Et que beaucoup de Congolais de De la Kinshasa RDC? se plaignent de l'attitude des autorités congolaises sur la proximité de ces terres attribuées au Rwanda avec leur territoire et les massacres dont ils sont victimes. Donc, on entre là dans un engrenage qui est extrêmement dangereux. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver encore sur Télar TV. Avec moi sur ce plateau, Charles Onana, politologue, journaliste d'enquête, essayiste et éditeur. Au centre de notre échange, son ouvrage intitulé Holocauste au Congo, l'omerta de la communauté internationale, que je vous conseille d'ailleurs de lire, un livre très intéressant que vous pouvez vous attraper en ligne chez Amazon. Nous aborderons également les enjeux géopolitiques et géostratégiques, d'abord en Afrique centrale et ensuite au Sahel. Bonjour Charles et merci d'être avec nous sur Télar TV. Bonjour à vos téléspectateurs et merci de m'avoir invité. Je vous en prie Charles. Alors, le 6 avril 1994, vous le savez, le monde se souviendra encore qu'un Falcon 50 transportant le président Habyarimana et son homologue burundais Cyprien Ntaryamira est abattu en phase d'atterrissage à Kigali par un missile. Ma question, la toute première d'ailleurs, qui, selon vos enquêtes à vous, est l'auteur de cet attentat qui débouchera par
un génocide, le génocide rwandais? Je vous pose cette question simplement parce que lorsque j'ai lu votre ouvrage Holocauste au Congo, l'omerta de la communauté internationale, je me suis rendu compte que vous décriviez vraisemblablement les conséquences de la suite de cet événement tragique. Voilà pourquoi je vous pose cette première question. Sinon, en d'autres termes, qui des Hutus et des Tutsis ont organisé ce génocide? Merci beaucoup, Christian, de cette question. Elle est essentielle. Malheureusement, c'est la question taboue depuis 30 ans dans les événements du Rwanda. C'est-à-dire qu'il ne faut pas poser cette question parce que la question du rapport cause à effet est essentielle. Quand vous connaissez la cause d'un problème, vous comprenez très bien quelles sont ses conséquences. Le problème dans le dossier du Rwanda, c'est qu'il y a eu un discours officiel qui a été établi par les vainqueurs de la guerre. Parce que je rappelle encore que ce qui s'est passé en 1994 au Rwanda est une guerre pour la conquête du pouvoir. Et dans cette guerre pour la conquête du pouvoir, vous aviez d'un côté les Hutus qui étaient au pouvoir depuis 1993 pour aller encore plus loin dans l'histoire depuis 1960, c'est-à-dire au lendemain des indépendances. Le pouvoir Hutu, dont la Première République a pris le pouvoir jusqu'en 1973, qui a été interrompu par le coup d'État du président Habyarimana. Et le président Habyarimana, de 1973 à 1994, a gouverné le Rwanda avant son assassinat le 6 avril 1994, comme vous l'avez dit. Alors, qui a abattu cet avion? Alors, je me suis rendu compte que moi, en enquêtant sur cette affaire-là, je m'étais rendu compte quand j'avais commencé que personne ne voulait parler de ça. C'est-à-dire que la communauté internationale, notamment les Nations Unies, ne parlait pas. La France, qui a connu l'ensemble de l'équipage était français, la France n'en parlait pas. Le Rwanda lui-même n'en parlait pas. Paul Kagame avait dit dans un livre d'entretien avec un journaliste français à l'époque que cette question allait être sa priorité. Le livre a été publié en 1995. Et je me suis rendu compte que depuis 1995, le nouveau président du Rwanda, que ce soit enfin, les deux présidents qui se sont succédés à la tête du Rwanda, le président Bizimungu d'abord, qui était l'allié de Paul Kagame, lui vice-président après, il n'en parlait pas. Alors moi, j'ai commencé mon enquête. Et quel est le résultat de mon enquête qui est publié, rendu public en 2002? C'est que j'arrive à la conclusion, au terme de plusieurs entretiens, de plusieurs documents compulsés, que c'est Paul Kagame qui a abattu l'avion du président. Pourquoi? Parce que dans une enquête criminelle… Alors que dans le même temps, pardon Charles, dans le même temps, Paul Kagame se passe pour une victime, bien sûr, de ces événements. On va en parler justement et comprendre comment il devient une victime et s'il est vraiment une victime. Eh bien, dans une enquête criminelle, la question essentielle que se posent les enquêteurs, c'est de savoir à qui profite le crime. À qui profite le crime de 1994? À Paul Kagame qui devient vice-président de la République, ministre de la Défense, avec tous les rebelles Tutsis qui avaient pris le pouvoir à cette époque-là. Et ils ont ajouté un certain nombre de Hutus qu'ils avaient considérés eux-mêmes à l'époque comme des Hutus modérés. Sauf qu'en 1995, il n'y a plus de Hutus modérés dans le gouvernement de Paul Kagame. Ce ne sont que les Tutsis venus de l'Ouganda qui gouvernent le Rwanda. Presque la totalité des postes de pouvoir sont au Rwanda. Ce qui était d'ailleurs contraire aux accords d'Arusha qu'ils ont négociés depuis 1992, qui permettaient que le Rwanda soit gouverné à la fois par les Hutus et par les Tutsis, ce qui était le principe des accords, ce qu'on appelait les accords de paix. Après l'attentat contre Habyarimana, le gouvernement au Rwanda n'a plus été, véritablement, je parle de 1995 pour être encore plus précis. Après 1995, il n'y a plus de Hutus modérés et de Tutsis qui gouvernent le pays. Le pays est entre les mains de Paul Kagame, qui est jusqu'à ce jour le président de la République. Donc, il n'y a pas que mon enquête. Mon enquête est publiée en 2002. Paul Kagame intente un procès contre moi devant la 17e chambre à Paris. Il y a plusieurs témoins qui viennent témoigner en ma faveur, notamment le colonel Luc Marshall, qui était le commandant des casques bleus au Rwanda au moment des événements. Et je dis ça avec précision parce que le colonel Luc Marshall est un Belge, donc qui n'était pas français, qui n'était pas zaïrois, qui n'avait pas d'intérêt, je dirais, à prendre parti pour un camp ou pour un autre. Et il se trouve que le colonel Luc Marshall
était en plus de cela en charge de la sécurité de l'aéroport de Kigali, c'est-à-dire le lieu où a eu lieu l'attentat. Et le colonel Marshall décide donc de venir témoigner en ma faveur. 48 heures avant le procès, Paul Kagame a retiré sa plainte, l'État rwandais également, parce que j'avais eu quand même deux plaintes, la plainte de Paul Kagame lui-même et celle de l'État rwandais. Les deux plaintes ont été simultanément retirées. Donc, et ils n'ont pas donné d'explication, pour le retrait du procès? Non, ils n'ont pas donné d'explication. Je pense que j'avais fourni 4000 documents au juge et également j'avais amené une liste de témoins parmi lesquels il y avait mon ami Pierre Péan qui avait travaillé sur cette question-là. Il y avait quelques diplomates de l'ONU qui venaient témoigner en ma faveur et bien entendu le colonel Marshall qui était le commandant des casques bleus des Nations Unies. Donc, je pense que Paul Kagame a considéré avec son groupe qu'il devait y avoir un déballage sur cette affaire-là, donc il ne valait pas mieux aller au fond, donc ils ont abandonné le procès. Bon, alors, mon avocat était content, certains de mes amis étaient contents, moi, je n'étais pas content parce que je considérais qu'on ne nous avait pas donné l'occasion de faire la lumière sur l'assassinat du président Habyarimana. Et il se trouve que quelques années après, les Nations Unies ont fait une enquête, il y a eu 5 enquêtes, pour que les gens vraiment comprennent. Il y a eu l'enquête des Nations Unies qui a abouti à la même conclusion. Le juge Bruguière en France a fait une enquête à la suite d'une plainte des veuves françaises. Le résultat était également le même, c'est que c'est Paul Kagame et ses hommes qui ont abattu l'avion. La justice espagnole a également eu à enquêter sur cette affaire parce que, évidemment, les Espagnols avaient été tués au Rwanda en 1994 et des plaintes avaient également été déposées, notamment aussi sur l'affaire de l'attentat. La justice espagnole est arrivée à la même conclusion. Donc, quand vous regardez tout cela, et d'ailleurs, je parlais de l'enquête du tribunal pénal international qui a été étouffée, mais les résultats de l'enquête qui avait été faite par le tribunal pénal international est arrivé également à la même conclusion. Vous voyez qu'avec tous ces éléments-là, les enquêteurs qui ne se connaissent pas, mais qui travaillent sur le même sujet et qui arrivent à la même conclusion, il est totalement incompréhensible que aujourd'hui les assassins du président Habyarimana ne soient pas arrêtés et qu'on ne reconnaissent pas officiellement qui sont les auteurs de l'attentat du 6 avril 1994. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vous-même aussi constaté, mais sinon, pourquoi votre ligne de lecture sur le génocide rwandais et aujourd'hui le concept que vous utilisez, Holocauste sur, disons, Holocauste au Congo, l'omerta de la communauté internationale, semble choquer, sinon est contesté dans un certain milieu politico-sécuritaire, j'allais dire, le milieu américano-occidental? Mais vous savez, la réponse est un peu dans votre question. Parce que, en fait, moi, je ne suis pas un politicien. Je ne suis pas non plus un militant politique. Je suis un intellectuel. En tout cas, j'ai la modeste prétention de le penser, puisque je publie des livres. Mon travail, c'est un travail intellectuel, de production intellectuelle. Donc, je n'ai pas, moi, la prétention de dire que les politiciens ont raison, ils ont tort, etc. Bon, ça, c'est leur environnement. Mais quand on vient sur mon territoire, c'est-à-dire ce que j'appelle mon territoire, c'est le monde de la réflexion et de la recherche scientifique. Il ne faut pas faire de la contestation pour la contestation. Il faut venir avec des éléments. Et moi, tout ce que j'avance, je mets un paquet d'éléments sur la table. Je ne viens jamais avec un élément. Hein. Quand on lit mes ouvrages, on va se rendre compte que je ne viens ni avec une lettre, ni à... J'ai rencontré beaucoup de personnes, et souvent c'est des personnalités de premier plan. Dans ce livre, je publie des documents qui viennent des archives du président Clinton, je publie les documents qui viennent des archives du Pentagone, des documents de la CIA, je produis les documents qui viennent des archives de l'Élysée, j'ai rencontré des ministres, etc., etc. Donc, je ne viens pas parler comme quelqu'un qui passe dans la rue, qui regarde à travers le trou d'une serrure pour faire un commentaire sur un événement. Bon, donc, le problème, c'est que depuis la sortie du livre, les gens ne sont pas en capacité de nous démontrer, preuve à l'appui, que le Congo n'a pas perdu plus de 10 millions d'âmes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que personne n'est en capacité de nous démontrer aujourd'hui que lorsque le docteur Denis Mukwege, qui s'est occupé des femmes violées au Congo, dit qu'il y a 500 000 femmes violées au Congo depuis le début de ce conflit,
personne n'est en capacité de nous démontrer le contraire. Donc, je conclus deux choses. Soit ceux qui ont envie de contester ne sont pas en capacité intellectuelle d'apporter la production scientifique qui nous permet de dire où est le curseur, soit alors la vérité est tellement grave que les gens ne veulent pas admettre que ce qui se passe au Congo depuis 30 ans est un holocauste. Et dans ce cas-là, je considère que seule la science a la capacité aujourd'hui de s'imposer. Et moi, je suis venu avec un dossier scientifique qui est sur la table et j'attends que ceux qui ont suffisamment d'éléments plus importants que les archives du président Clinton qui a soutenu ceux qui massacrent au Congo, ceux qui ont des éléments plus importants que les archives des Nations Unies, de l'Union européenne, parce que j'ai omis de citer que je me suis également appuyé sur les documents confidentiels de l'Union européenne. Et quand je parle de l'Union européenne, je parle du Conseil de l'Europe, c'est-à-dire du Conseil européen, c'est-à-dire la cellule stratégique qui conçoit la diplomatie européenne en Afrique, entre autres. Donc, ce sont des éléments très importants que je mets sur la table et il va falloir que ceux qui contestent aient des éléments plus forts et plus importants que cela. Et pour l'instant, depuis la sortie du livre, on ne voit rien. On ne voit rien pour l'instant. Alors, plus de 10 millions, vous l'avez rappelé tout à l'heure, de morts. Hein. Et votre ouvrage, d'ailleurs, le rappelle aussi. Vous venez aussi de nous rappeler qu'il y a 500 000 femmes violées. Et malgré tout ça, vous vous étonnez du silence, en des termes que vous employez vous-même, je vais vous le rappeler, toujours le silence. Le silence de qui concrètement et qu'est-ce qu'il vous inspire, ce silence? Je reprendrai simplement votre observation dans la première question que vous avez posée euh, sur l'attitude qui consiste pour certains à avoir 10 millions de morts au Congo, Kinshasa, et à ne pas réagir ou à ne pas considérer que c'est suffisant pour considérer qu'il s'agit d'une extermination de la population. Vous savez, quand on parle du Congo, des millions de morts, de 10 millions de morts au Congo, Kinshasa, c'est comme si toute la population du Congo-Brazzaville et toute la population de la RCA sont rayées de la carte. Donc, pour les Africains, c'est important de se demander, est-ce que si on élimine toute la population du Congo-Brazzaville et toute la population de la RCA, c'est normal? Et il faut rester silencieux devant ça. C'est-à-dire que les êtres humains qui sont dans cette région ne comptent pas, n'ont pas de valeur humaine, ne méritent pas que les gens considèrent que ce qui leur arrive est important pour la réflexion, pour le questionnement. Non, moi j'ai décidé de questionner. Et je ne suis pas le seul, puisque aujourd'hui, les rapports des Nations Unies confirment un certain nombre de choses, ce que j'ai avancé jusque-là. Et donc, quand vous posez la question sur ce silence, le silence, il est bien entendu celui de la communauté internationale. Et comme je l'ai dit, peut-être parce que la gravité des faits est telle que personne n'a le courage de venir assumer la responsabilité de ce drame. Qui sont à l'origine de ce drame et pour quelles raisons? Les Congolais sont exterminés chez eux, violés massivement chez eux, ils n'ont agressé personne et ils comptabilisent 10 millions de morts et 500 000 femmes violées. Pourquoi? Alors, il y a deux explications. Donc, soit que ceux qui ont participé à ces événements tragiques au Congo ne sont pas en capacité d'assumer leur rôle et donc n'ont pas l'honnêteté sur le terrain politique. Si on se situe sur le terrain politique, ils n'ont pas l'honnêteté sur le plan politique de reconnaître ce qu'ils ont fait et les raisons qui les ont amenés à le faire. Soit alors, ils préfèrent qu'il y ait le silence pour que les gens disent qu'il ne se passe absolument rien dans ce pays. Parce que vous savez, le silence est un élément de guerre. C'est-à-dire que le silence fait partie de la guerre. Quand on entretient le silence, et vous voyez bien le terme que j'ai utilisé, il est encore plus fort que le silence, c'est l'omerta. Le terme omerta est un terme qui est régulièrement utilisé dans le milieu de la mafia. C'est-à-dire, c'est la loi du silence. C'est plus que le silence, c'est la loi du silence. Tous ceux qui savent doivent nécessairement se taire pour que eh bien, les pratiques mafieuses se poursuivent. Et donc, ce qui se passe au Congo, c'est exactement cela. Tous ceux qui savent ont intérêt à se taire parce que les conséquences
de ce qui se passe au Congo sont suffisamment graves que personne n'a envie d'être en première ligne pour les assumer. Alors donc, en somme, vous vous étonnez un peu de ce double standard de la communauté internationale qui peut, à un moment donné, réagir sur un événement donné, alors que dans le même cas ailleurs, ben voilà, elle se tait et un silence coupable, dirait-on. Bien entendu, vous remarquerez qu'au moment où on parle de l'Holocauste au Congo, il vient d'avoir un rapport des Nations Unies qui confirme que non seulement le Rwanda pille les richesses du Congo, mais qu'en plus le Rwanda intervient à travers le M23 sur le territoire congolais. Et au moment où on le dit, peu de temps avant cela, on attaque le président de la Russie d'avoir envahi l'Ukraine et qu'il faut lui imposer ou infliger des sanctions au niveau international. Qu'est-ce qui peut expliquer que dans le cas de la Russie, on s'empresse non seulement de pointer du doigt le président Poutine de la Russie, et juste à côté, d'ailleurs, je rappelle qu'il y a très peu de rapports internationaux démontrant, c'est-à-dire les rapports du Conseil de sécurité, démontrant effectivement que le président russe ou que l'armée russe sont en train de massacrer des millions et des millions de gens. Il n'y a pas de rapport des Nations Unies en masse, comme ça a été fait dans le cas du Congo. Dans le cas du Congo, on a plus de 10 rapports des Nations Unies. Parce que les premiers rapports sur le Congo datent de 2001. Et depuis 2001, les millions de morts s'accumulent au Congo et chaque jour, c'est-à-dire au moment où nous faisons cette émission, il y a encore des morts au Congo, dont certains bombardements ont eu lieu à Rutshuru, à l'est du Congo, hier soir. Plusieurs centaines de morts. Donc, qu'est-ce qui peut expliquer que l'Union européenne, qui connaît bien la situation, qui a des émissaires depuis de nombreuses années dans cette région, n'est pas en capacité de sanctionner le Rwanda de Paul Kagame. Au contraire, on lui donne, il y a eu une enveloppe de plus de 20 millions d'euros qui a été Évidemment, envoyée. c'est la question que j'allais vous poser parce que malgré ces rapports dont vous faites état et malgré que le Rwanda finalement viole le droit international, qu'est-ce qui peut expliquer ce soutien j'allais dire la communauté internationale, mais on peut les citer. Vous avez la France, vous avez les États-Unis, vous avez la Grande-Bretagne. Qu'est-ce qui peut expliquer tout cela? Écoutez, parce que simplement, lorsque Clinton a décidé en 1994 d'aider Paul Kagame à prendre le pouvoir au Rwanda, c'était la première étape qui consistait à envahir le Congo. Et l'invasion du Congo a duré 2 ans, de 1994 à 1996, où on a vu les premières révoltes dites des Banyamulenge, c'est-à-dire des Tutsis au Congo, s'insurger concernant leurs droits, parce que la première critique ou la première revendication, c'était qu'ils avaient peu de droits. Alors, ils avaient peu de droits à la chute du maréchal Mobutu, il y a quelque chose qu'on a dissimulé aux Congolais. C'est-à-dire que c'est la première fois d'ailleurs, et j'ai toujours l'habitude de dire que si on veut parler des questions de discrimination, dans toute l'Afrique centrale, on connaît un groupe qui est particulièrement discriminé et que aucun Africain sérieux ne peut contester, ce sont les Pygmées. Les Pygmées se trouvent sur le territoire du Congo RDC, ils se trouvent sur le territoire du Congo Brazzaville, ils se trouvent sur le territoire du Cameroun, sur le territoire de la RCA et même sur le territoire de la Guinée, la Guinée équatoriale. Mais à aucun moment, vous avez vu, et d'ailleurs les Nations Unies ont reconnu que les Pygmées sont très largement discriminés dans ces pays-là. Et tous ces pays-là le savent, et tout le monde le reconnaît. Mais à aucun moment, les Pygmées n'ont pris des armes pour déstabiliser ou la Guinée équatoriale, ou le Congo-Brazzaville, ou le Cameroun, ou la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'une question qui relève du droit interne et donc d'une égalité de traitement se transforme à une question de renversement de régime? Ça, c'est la première question importante qui explique
pourquoi, effectivement, il y a cette attitude de l'Union européenne. La deuxième chose, c'est que lorsque Laurent Désiré Kabila a dénoncé cela après la chute de Maréchal Mobutu, puisque c'est lui qui a pris le pouvoir, accompagné de cet outil congolais et de Paul Kagame, notamment l'armée congolaise, de l'armée rwandaise, eh bien, il a dénoncé le comportement belliqueux, envahissant et asphyxiant des Tutsis qui venaient de Kigali, qui sont venus avec lui. En 1998, ils lui ont déclaré la guerre. Après avoir eu à la tête de la RDC un chef d'état-major Tutsi rwandais, qui est redevenu après chef d'état-major au Rwanda. C'est la première fois qu'on voit ce genre de choses qui se passent en Afrique centrale. Et donc, tout le monde le savait. Et lorsque je regarde les rapports de l'Union européenne, tout le monde reconnaît qu'effectivement, James Kabarebe, qui est le bras droit de Paul Kagame actuellement, est devenu chef d'état-major au Congo sans être congolais. Et donc, tout le monde a financé, l'Union européenne a financé en particulier entre 2004 et 2006 l'intégration de cet outil rwandais dans l'armée congolaise, y compris dans les hautes fonctions de l'administration, de la haute administration congolaise, puisque un de ces outils congolais, dont on nous dit qu'il est congolais, eh bien, un certain monsieur Azarias Ruberwa, qui est né à 3 endroits différents, problème de clarification d'identité, eh bien, il est devenu vice-président de la République démocratique du Congo, chargé de la sécurité. Vous comprenez que c'est une situation qui est très embarrassante aujourd'hui, vu les révélations que je fais, pour que l'Union européenne, qui a soutenu cela, eh bien, puisse expliquer comment ils ont pu faire ce genre de choses. Alors évidemment, vous l'avez rappelé tout à l'heure, mais bon, on va donner quelques dates. C'est ce que vous mentionnez d'ailleurs dans votre livre. Entre avril et juillet 1994, la République démocratique du Congo, la RDC, donc ex-Zaïre, a été envahie par un flux de réfugiés rwandais. Rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure dans votre livre. Et depuis lors, ils ont commencé donc à attaquer ou à piller. Ce sont les termes que vous utilisez dans votre ouvrage, les troupes venues du Rwanda, bien entendu, et de l'Ouganda. Et moi, ma question était de savoir si ces réfugiés qui ont fui vers ex-Zaïre, c'est-à-dire la RDC, l'actuelle RDC, étaient du fait du hasard ou simplement cela avait été programmé, savamment programmé, pour les orienter vers la RDC, de sorte à justifier plus tard cette agression, puisqu'il faut utiliser les termes qu'il faut, ce conflit que nous assistons d'ailleurs à l'est de la RDC. Est-ce que ça a été une programmation express finalement, d'orienter ces réfugiés vers la RDC, afin de justifier, bien entendu, ce qui va arriver après, notamment l'invasion de la RDC par le Rwanda? Bien sûr, ça a été masqué. Et j'ai qualifié cela d'invasion masquée de la RDC. Pourquoi? Parce que j'ai mis moi-même beaucoup de temps pour comprendre cette logique. Toutes les organisations humanitaires qui étaient sur place en 1994, sans distinction, CARE International ou Human Rights Watch, Amnesty International, Médecins sans frontières, tous disaient que le Congo-Kinshasa était victime d'un dégât collatéral ou des conséquences du génocide du Rwanda. C'était ça dans tous les discours officiels. Mais tout cela est faux. Je le dis tranquillement aujourd'hui parce que j'ai suffisamment de preuves pour le démontrer. Comment je suis arrivé à comprendre? Je suis arrivé à comprendre cela en commençant par observer, ce n'est pas au Congo que j'ai compris, c'est au Rwanda, en travaillant sur le Rwanda. J'ai travaillé sur ce qu'on appelle la stratégie militaire. Alors, vous savez, quand il y a une action politico-militaire, c'est-à-dire où il y a un mouvement comme celui de Paul Kagame, qui était constitué du FPR, le Front patriotique rwandais, qui était la branche politique, et l'armée patriotique rwandaise de ce même mouvement qui était sa branche militaire. Donc, l'objectif est de savoir, lorsque vous voyez une action militaire menée par la branche militaire, il faut chercher à comprendre quels sont les objectifs de la branche politique.
Et la branche politique, qui était donc le Front patriotique rwandais, voulait prendre le contrôle de tout le territoire rwandais. Et c'est pour cette raison qu'ils n'ont jamais voulu des accords d'Arusha dont je vous ai parlé en début d'émission. Parce que pour pouvoir gouverner le Rwanda, qui était constitué de Hutus majoritaires, c'est-à-dire près de 80% de la, 85% de la population, il fallait être en capacité d'avoir une vision d'intégration de l'ensemble de la population. Hutus, Tutsi et Twa, qui sont les trois principaux groupes que constitue la population rwandaise sur le plan sociologique. Donc, les Tutsis étant minoritaires au Rwanda, pour pouvoir prendre le contrôle de l'ensemble du pays, il fallait qu'ils soient de très grands démocrates. Bon, comme ils menaient une bataille politico-militaire dont leur objectif était plutôt d'échapper au combat démocratique pour prendre le pouvoir sur le plan militaire. C'est pour cette raison donc qu'ils n'ont pas voulu que les accords d'Arusha qui visaient le partage du pouvoir entre Hutus et Tutsis aillent jusqu'au bout. Ils ont donc pris le pouvoir, la totalité du pouvoir au Rwanda le 12 juillet 1994. Et quand vous analysez la façon dont ils ont occupé le pays, j'ai constaté qu'ils ont attaqué, puisqu'ils venaient de l'Ouganda, donc ils ont attaqué le Rwanda par le nord, ils ont contourné par l'est, et ils sont passés par le sud, et ils se sont mis à pousser toutes les populations du Rwanda qui étaient sur le territoire rwandais, ils se sont mis à les pousser à l'ouest du Rwanda, c'est-à-dire vers la frontière avec le Congo. Ah, et donc, il y a deux possibilités pour tous ces réfugiés. Soit ils entraient par Goma à l'est, ou par Bukavu, toujours à l'est, ou alors ils mouraient dans le lac. C'était les deux possibilités d'entrée pour avoir la vie sauve que les réfugiés avaient. Et la troisième possibilité, c'était la mort dans le lac. Et cette pression militaire a donc entraîné un afflux massif des populations sur le territoire congolais et une mort massive d'autres catégories de la population dans le lac. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que je suis surpris que le HCR, les Médecins sans frontières et toutes les organisations qui étaient sur place ne parlent pas de ces gens qui sont morts massivement dans le lac. Mais l'objectif, c'était lequel? C'était que Paul Kagame, qui avait déjà, avec ses mentors, l'intention de s'emparer des mines, des ressources minières de l'Est du Congo, avait besoin d'avoir ces réfugiés là-bas pour justifier leur invasion. Et quelle a été la justification? C'était de dire que des génocidaires, c'est-à-dire ceux qui ont commis le génocide au Rwanda, se sont enfuis en RDC. Enfuis en RDC. Alors que c'est les troupes de Kagame qui ont poussé toutes ces populations par un harcèlement militaire tout à fait documenté qui les a conduits là-bas. Et donc, pour cette raison, ils se sont retrouvés massivement sur le territoire. Et donc, qu'est-ce que Kagame a fait? Il a dit, si la communauté internationale ne résout pas le problème, il ira lui-même résoudre le problème. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé bombarder les camps de réfugiés au Zaïre. Personne n'a rien dit. Il a massacré des populations hutus et congolaises. Personne n'a rien dit. Et quand j'ai regardé cela, je découvre dans un rapport confidentiel de M. Ado Ayello, c'est-à-dire le représentant spécial de l'Union européenne, il dit donc dans un rapport confidentiel de l'Union européenne que j'ai en ma possession, que Kagame voulait résoudre deux problèmes. Celui de la majorité Hutu, qui, sur le plan politique et sur le plan interne, était un obstacle pour lui en cas d'élection. C'est-à-dire en cas d'élection, la majorité Hutu aurait voté pour un Hutu. Donc, la seule façon de résoudre le problème était de maintenir ces gens hors du Rwanda, soit en les massacrant, comme ça a été fait, soit en les maintenant en exil. C'est
le, le diplomate Ado Ayelo qui le dit. Alors, deuxième chose, c'était que une fois que ces réfugiés se sont retrouvés là-bas, le déplacement et le prétexte que l'armée rwandaise va utiliser, qui est la présence des génocidaires. Et je rappelle très rapidement que les génocidaires, pour lui, pour Paul Kagame, c'était des bébés, c'était des vieillards, c'était des femmes enceintes, c'était des handicapés. Donc, tous ces réfugiés que vous avez vus, que tout le monde a vu sur le territoire congolais, pour lui, tous ces gens ont préparé un génocide au Rwanda en 1994. Et toute la communauté internationale s'est tue devant un énorme mensonge comme celui-là. Et quelques temps après, on a vu que, eh bien, l'armée rwandaise se retrouvait autour des mines de diamants, de coltan, de cassitérite en République démocratique du Congo, soi-disant pour chasser des génocidaires, alors qu'en fait, le début du pillage et de l'occupation du Congo venait de commencer au nez et à la barbe de tout le monde. Oui, mais après le Congo, disons, la RDC, on constate, je ne sais pas si vous l'avez aussi constaté, aujourd'hui, cette politique d'expansion des troupes rwandaises en Afrique, est-ce que c'est dans la même logique de poursuivre ces soi-disant génocidaires ou bien c'est pour toute autre chose? Alors là, maintenant, on ne parle plus de ça. C'est très intéressant votre question parce que on ne parle plus de ça, on parle des FDLR de temps en temps, et puis surtout, on dit que il y a une présence de gens au Rwanda qui menacent la sécurité, non, sur le territoire congolais, qui menacent la sécurité de Paul Kagame. Alors, en quoi est-ce que, par exemple, des gens qui sont au Congo-Brazzaville menaceraient la sécurité du Rwanda? Mais En quoi est-ce peut-être que des parce que gens qui là-bas sont... aussi, il y a des Hutus au Congo aussi. Peut-être que cela Mais oui, mais constituerait ça, une ce sont des menace. réfugiés de 1994. Pourquoi Paul Kagame n'a pas voulu que ces Hutus soient réintégrés au Rwanda? Pourquoi il n'a pas négocié pour que tous les Hutus qui ont été, pas seulement au Congo-Brazzaville, parce qu'il y en a eu au Congo-Kinshasa, il y en a eu au Cameroun, il y en a eu au Gabon, il y en a eu en République centrafricaine, parce que les gens ont marché à pied pour atteindre ces pays, ce qui fuyait l'armée de Kagame. Pourquoi on n'a pas vérifié que ces Rwandais pouvaient rentrer en toute sécurité dans leur pays et vaquer à leurs occupations, retrouver leurs biens et retrouver leur citoyenneté normale? Alors, ça, quand vous comprenez que jusqu'à présent, il y a encore des réfugiés Hutus au Congo-Brazzaville, ça explique très clairement que Kagame ne veut pas de ces gens-là dans son pays. C'est ça la première question. Et que la deuxième question, c'est qu'il ne faut pas croire qu'il faut rapatrier ces gens-là de force. Parce que les rapatrier de force, ça signifie simplement aller les faire exterminer là-bas. Le HCR avait déjà fait ça en 1995-96 avec les réfugiés Hutus qui se trouvaient en RDC. Ils ont été tous exterminés. Donc, personne ne veut aborder cette question-là. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que j'ai retrouvé dans les archives de l'Élysée un rapport qui a été fait par le chef d'état-major particulier du président François Mitterrand, qui disait que, qui date de 1994, hein, qui disait que une partie des Tutsis du Rwanda et de l'Ouganda avait envie de créer un empire Tutsi dans la sous-région jusqu'en Afrique centrale et que ce projet pour eux devait se construire à partir du Congo Kinshasa à cause des immenses richesses minières qu'il y a à l'est. Et à l'époque, ces révélations, moi, me choquaient parce que je me disais, mais ils ont leur pays. Qu'est-ce qu'ils ont à vouloir envahir d'autres pays pour créer une sorte d'empire, etc. Et le ministre français de la coopération, M. Bernard Debré, professeur Debré, qui était médecin également, il m'a entretenu pendant plus de 40 minutes, 45 minutes dans son bureau à l'hôpital Cochin à Paris, où il m'a fait ces révélations qui venaient directement de ces échanges personnels avec les Tutsis du Rwanda, de l'Ouganda et du Burundi. Mais jusque-là, je n'ai pas pris. Je me disais, c'est de la folie, c'est infaisable, c'est irréalisable.
C'était trop Oui, ça, gros pour croire à cela. oui, bien sûr, c'est trop gros quand vous avez un petit esprit cartésien et que vous pensez que tout ce qui doit être vrai, il faut que ça passe par le filtre de votre petite réflexion. Et bon, j'étais très naïf de penser ça. Et donc, quand je mène mes enquêtes, je me rends compte que non seulement ce que le professeur Debray a écrit est confirmé par plusieurs autres personnalités que j'ai rencontrées, mais plus important, je découvre que la Maison-Blanche détient dans ses archives, dans les archives du président Clinton et du Pentagone, un document, un rapport confidentiel qui avait été fait par l'ambassade des États-Unis en novembre 1994, qui parlait de ce projet d'empire Tutsi. Et je constate donc que ce que disait le chef d'état-major particulier du président Mitterrand n'était pas le fait du hasard et que la Maison-Blanche était également au courant. Mais plus grave, c'est que tout cela, tous ces rapports-là datent de 1994. Nous sommes en 2003. Comment expliquer qu'en 2003, on apprend que le Congo-Brazzaville a vendu des terres à Paul Kagame, que les troupes de Kagame se trouvent massivement en République démocratique du Congo, que les mêmes troupes se trouvent également en République centrafricaine, alors que eh bien, le Rwanda n'a pas de frontière directe ni avec la République centrafricaine, ni même avec d'autres pays de la sous-région. Et je me constate également que les populations de ces pays-là commencent à se plaindre de l'arrivée des Rwandais chez eux, on parle des Tutsis rwandais, sans comprendre exactement quelle est la teneur de cette présence. Et personne n'a d'explication sur les raisons et les motivations de cette présence. Donc maintenant, l'argument qu'ils utilisent, c'est la lutte contre le terrorisme. Il se trouve que j'ai travaillé beaucoup aussi sur les questions de la lutte contre le terrorisme en Afrique. Et le Rwanda n'est pas aujourd'hui le pays le plus qualifié pour participer à la lutte contre le terrorisme dans les pays africains. Plus grave encore, ils disent qu'à travers la lutte contre le terrorisme, ils peuvent sécuriser eh bien, un certain nombre de régimes, notamment en République centrafricaine. C'est quelque Oui, chose de mais totalement. évidemment, c'est dans le même sens. En fait, j'allais vous poser la question de savoir, parce que nous savons tous que le Rwanda n'a jamais été une puissance diplomatique ni militaire. Comment fait-il pour entretenir ses troupes à l'étranger et dans tous ces pays que vous venez de citer? Alors, il y a une naïveté des responsables politiques en Afrique centrale qui est désarmante. Vous savez, tout le monde, la question que vous posez, qui en Afrique centrale, avant les événements de 94, pouvait vous dire où se trouve le Rwanda? Je crois que en dehors des sommets des chefs d'État qui se sont déroulés au Rwanda, au Burundi, le Rwanda ne faisait pas parler de lui. Mais à partir de 94, tout le monde s'est mis à nous parler du Rwanda, un petit pays pauvre, très enclavé, avec une faible population. Eh bien, le Congo-Brazzaville au moins était connu du fait non seulement que ça a été la capitale de la France libre pendant la Seconde Guerre mondiale, mais la deuxième chose, c'est que le Congo-Brazzaville est réputé pour ses réserves pétrolières et pour son exploitation pétrolière. Donc, le Congo-Brazzaville était, par rapport au Rwanda, un pays très important, très influent et, je dirais même, un peu puissant sur le plan politique et diplomatique. C'est-à-dire, ça pouvait être cela. Bon, mais du jour au lendemain, eh bien, ce sont les Congolais de Brazzaville, les Centrafricains et les Congolais de Kinshasa qui vont courir derrière le Rwanda pour avoir leur présence sur leur territoire, des choses comme ça. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, l'une des grandes faiblesses des États africains dans la zone Afrique centrale, c'est les questions géopolitiques. Parce que ce sont des régimes qui passent le temps à combattre leurs opposants politiques et ne lèvent jamais la tête pour voir les menaces extérieures. Et j'ai travaillé sur ces questions concernant, par exemple, les services de renseignement. Et je me suis rendu compte que les services de renseignement des pays de la sous-région sont essentiellement dépendants. Quand je parle des services de renseignement extérieurs, je veux dire,
dépendent essentiellement de leur partenariat, soit avec la France, soit avec la Grande-Bretagne, soit avec les États-Unis, qui leur donnent des informations stratégiques sur les menaces concernant leur pays. Donc, quand vous êtes à ce niveau au XXIe siècle, alors que ce soit le Congo-Brazzaville, la République centrafricaine, le Congo-Kinshasa, le Gabon, etc., tous ces pays-là, ont formé des gens de très haut niveau qui, pour beaucoup, travaillent dans des pays étrangers, dans ces domaines-là, vous dites qu'il y a un problème en Afrique centrale. Donc, les questions géopolitiques et de sécurité de ces pays-là, en dehors de la sphère des opposants, ils sont soit aveugles, soit myopes, soit bornes. C'est-à-dire qu'ils sont incapables de voir beaucoup plus loin que le petit périmètre de leurs frontières. Or, les menaces qui sont à leurs frontières, je me rappelle d'ailleurs très bien de cette question. Pourquoi? Parce que lorsque le Rwanda a commencé à massacrer, à envahir le Congo, j'avais eu des contacts avec des responsables, par exemple, du Congo-Brazzaville, sur le plan militaire et sur le plan politique. J'ai eu des contacts avec des dirigeants centrafricains sur le plan militaire et sur le plan politique. Et je leur ai dit ceci. Vous devez vous intéresser à ce qui se passe au Congo-Kinshasa, parce que vos pays risquent d'être exposés à cette situation. Et quant aux Congolais de Brazzaville, je leur en parlais d'autant plus que je savais qu'ils étaient en capacité de comprendre cela. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un certain nombre de militaires congolais qui ont participé à l'opération turquoise en 1984. Et donc, qui ont vu ce que Kagame faisait des Rwandais. Donc, ils étaient capables de comprendre ce que le Rwanda pouvait faire contre des gens qui ne sont pas des Rwandais. Mais je reconnais aujourd'hui que je me suis trompé parce que j'ai cru que les gens étaient suffisamment capables de comprendre cela pour préserver leur propre pays. Mais je me rends compte que finalement, eh bien, ce que j'ai dit n'a servi à rien et que finalement, les gens ont pensé que leur façon de raisonner en vase clos dans les palais présidentiels, dans les milieux diplomatiques, eh bien, ils avaient beaucoup plus d'informations qu'ils étaient beaucoup. Le Congo-Brazzaville, il faut dire quand même qu'il y a Denis Sassou Nguesso qui est là depuis pratiquement 40 ans et qui doit connaître les enjeux sécuritaires de la sous-région. Est-ce qu'on peut parler encore de naïveté ou bien c'est tout autre chose ou un autre agenda qu'il veut dérouler par rapport à ces rapports, sinon les accords qu'il vient de passer avec le Rwanda? Alors, moi, je n'ai pas bien compris la position du président Sassou sur ce dossier. Parce que je pense que s'il y a quelqu'un qui est bien informé, il fait partie des gens dans la sous-région qui sont bien informés sur la question rwandaise. Parce que je pense que des militaires très, très proches de lui ont participé à l'opération turquoise. Et c'est même lui qui a autorisé les militaires congolais à participer à l'opération turquoise. Et les accusations qui ont été faites contre la France, moi j'étais surpris que au Congo ne dise rien. Parce que beaucoup de Congolais savaient effectivement que les accusations qui étaient faites contre l'opération turquoise étaient des accusations qui étaient fausses. Et ça, ce n'est pas une question de défendre la France ou pas défendre la France. C'est est-ce que les accusations qui sont portées sont vraies ou faux? Vous qui avez été présent sur place, qui avez participé à l'opération turquoise, je parle des militaires congolais de Brazzaville. Vous savez très bien que ça, c'est faux parce que ça, vous ne l'avez pas vu. Il n'y avait pas que. Vous savez, l'opération turquoise, ce n'est pas une opération qui s'est déroulée en vase clos. Hein. C'est une opération qui s'est déroulée devant au moins une dizaine d'organisations non gouvernementales qui étaient présentes. Il y avait les services de renseignement américains qui étaient là sur place. Des agents de la CIA étaient là. Il y a eu des éléments du MI6, c'est-à-dire les services secrets de renseignement anglais, c'était des Britanniques. Ils étaient sur place. Vous aviez même des Japonais qui étaient là. Donc, il y a eu des Néo-Zélandais. Les troupes néo-zélandaises étaient dans le contexte de la mission des Nations Unies, étaient sur place. Donc, vous avez des Ghanéens qui étaient là-bas. Donc, l'opération turquoise ne s'est pas déroulée, comme les gens le disent, dans le secret. Non, c'était visible. Il y avait tellement de regards indiscrets que les Congolais de Brazzaville qui ont participé à ça peuvent en témoigner aujourd'hui. Bon. Mais ce que je voulais dire, que je dis que je n'ai pas compris,
c'est que je me suis rendu compte dans les discussions que j'ai eues avec mon ami Pierre Péan, qui est un journaliste français très connu, très réputé, qui connaissait d'ailleurs très très bien le président Sassou. Il m'a fait un jour des confidences en me disant que il avait discuté avec le président Sassou de la question de Joseph Kabila. Et que le président Sassou lui a dit, je ne comprends pas d'où vient ce garçon. On ne l'avait jamais vu auparavant. Il est là subitement en première ligne après la mort de Laurent Désiré Kabila. Il est accueilli à Washington, à Paris, un peu partout. J'ai l'impression, je vous reprends texto les propos de Pierre Péan qui me rapporte les propos du président Sassou. J'ai l'impression que c'est le cheval de Troie du Rwanda. Parce que dans la journée, il critique ou on parle de, mais dans la nuit, il est avec Kagame. Donc le président Sassou, il ne peut pas faire ce genre de confidence à Pierre Péan, qu'il connaît bien et qui venait souvent à Brazzaville, s'il n'a pas des informations extrêmement précises et pointues au sujet de Joseph Kabila. Il se trouve que moi, je me suis retrouvé à avoir des contacts avec un des tuteurs de Joseph Kabila, qui est aujourd'hui décédé. Et les questions que le président Sassou se pose au sujet de Joseph Kabila ont été confirmées par le tuteur de Joseph Kabila. Donc, il se trouve que l'identité de Joseph Kabila aujourd'hui, personne ne la connaît véritablement en RDC. Il y a des gens qui savent, mais qui n'osent pas parler. Donc, le président du Congo-Brazzaville connaît son identité. Bon, donc, est-ce que, connaissant ces éléments, ayant à disposition ces éléments, qu'est-ce qui peut expliquer que le Rwanda en confie des terres rwandaises à la République, on confie des terres du Congo-Brazzaville à Paul Kagame? Parce que contrairement d'ailleurs à ce qui a été dit, ce n'est pas au Rwanda que les terres ont été vendues ou octroyées. C'est au parti de Paul Kagame, parti politique. Pardon, vous êtes en train de nous dire que ces accords ne concernent pas la cession des terres congolaises, du Congo-Brazzaville, bien entendu, au Rwanda, mais plutôt au parti de Paul Kagame. C'est cela. Bien entendu. Bien entendu. Mais c'est clair. Ce n'est pas l'État rwandais qui est entré en possession des terres, c'est une structure économique. Oui, Crystal Venture, oui, évidemment. Mais bien entendu, dont les financements sont tirés du parti de Paul Kagame, le FPR. Et dont des fonds secrets de Paul Kagame. Enfin, bon, alors, si c'était une opération d'État à État, est-ce que ça fait l'objet d'un débat au Parlement congolais? Est-ce que ça fait partie d'un débat parlementaire? Non, du tout. Bon, malheureusement, ça échappe au Parlement, ou deux parlements d'ailleurs. Hein, personne n'en est au courant des termes de ces contrats ou de ces accords. J'ai cru comprendre aussi, par exemple, que il y a un ancien ministre congolais de l'économie, M. Zong, je crois, qui a écrit au Parlement et aux représentants, aux responsables congolais, pour leur dire que c'était extrêmement grave et que c'est un sujet que les parlementaires congolais ne pouvaient pas donner leur accord à ce genre de session. Et j'ai cru comprendre aussi qu'il y a un autre citoyen congolais, qui je crois est économiste, qui a considéré, je crois que c'était dans le cadre de votre émission que j'ai suivi ça également, une de vos émissions, qui disait que c'était, je dirais, attentatoire à la Constitution du Congo. À la Constitution congolaise, oui, oui, du 6 novembre 2015. Alors, depuis quand des sessions ou des actions, des opérations qui se déroulent entre États peuvent avoir autant de zones d'ombre et de points d'interrogation? Je ne crois pas, puisqu'il y a la continuité de l'État. C'est-à-dire que si cet octroi de terre est une bonne chose pour le Congo, normalement, le jour où le président Sassou Nguesso n'est plus au pouvoir,
les Congolais de Brazzaville peuvent continuer à travailler sur ce registre-là et pouvoir en bénéficier. Or, si les citoyens congolais se posent des questions aujourd'hui, ben, je pense qu'il faut quand même leur apporter des réponses claires, puisque bon, moi, je pars de l'idée que ce n'est pas quelque chose de douteux. Donc, si je pars de l'idée que ce n'est pas quelque chose de douteux, ça signifie qu'on peut leur apporter des éléments très objectifs sur la table pour au moins les rassurer. Mais ce qui me pose question, c'est que là où l'endroit où ces terres-là sont octroyées est quasiment aussi à la frontière de la RDC. Et que beaucoup de Congolais de De la Kinshasa RDC? se plaignent de l'attitude des autorités congolaises sur la proximité de ces terres attribuées au Rwanda avec leur territoire et les massacres dont ils sont victimes. Donc, on entre là dans un engrenage qui est extrêmement dangereux et je pense que moi je suis solidaire des Congolais de Brazzaville dans le sens où je dis que si c'est une question, si on nous a, enfin, c'est vous qui avez certainement plus d'arguments, c'est-à-dire que si on nous dit que c'est pour une exploitation économique, restons de façon, moi j'aime toujours qu'on discute de façon objective. Oui, on peut placer, on peut poser Voilà. des hypothèses, hein. Il n'y a pas de Oui, qu'on souci. soit d'accord ou pas avec la gestion du président Sassou Nguesso, ça c'est normal. Au Congo, il n'y a pas que des gens qui sont favorables au président Sassou Nguesso, il y a aussi des gens qui sont en désaccord avec lui. Mais je dis, si on met ça de côté et qu'on essaye simplement de voir la situation objective des terres, on nous dit qu'on a attribué ces terres pour mettre en valeur les L'agriculteur. ressources du Congo, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe en Afrique centrale? Il n'y a pas de Congolais suffisamment fortunés, suffisamment forts en matière d'investissement, suffisamment capables de mettre en valeur leur pays et au point qu'on est obligé d'aller chercher Paul Kagame au Rwanda. C'est une question que moi je pose aux Congolais de Brazzaville. Moi, j'ai connu des Congolais extrêmement brillants. Il y en a dans le gouvernement actuel, il y en a dans l'opposition, il y en a dans le pays, il y en a à l'étranger. Comment est-ce que on peut se retrouver à aller chercher Paul Kagame, qui n'est pas réputé être un investisseur de très grande qualité dans son propre pays et qui n'a pas la réputation, qui n'est pas connu mondialement ou même au niveau africain comme quelqu'un qui a fait des preuves extraordinaires par sa capacité à mobiliser les fonds en dehors du pillage des richesses du Congo, pour qu'on aille chercher quelqu'un qui est mis en cause dans les rapports des Nations Unies depuis 2001 pour avoir pillé le Congo et envahi le Congo, comment on peut aller chercher celui-là et on laisse tous les brillants Congolais qu'on connaît à la fois à l'intérieur et à l'extérieur? Eh bien, la question reste posée. Probablement qu'il y aura des gens qui viendront répondre à cette question. On va donc aborder un autre aspect parce que le temps nous presse, évidemment. C'est un peu la crise, j'allais dire, la recrudescence des coups d'État dans la zone Sahel, j'allais dire l'Afrique de l'Ouest. Alors, il y a eu une lecture de votre part, bien entendu. Quelle analyse faites-vous de cette recrudescence et quelle lecture peut-on faire, notamment des nouveaux enjeux géopolitiques et géostratégiques de la zone du Sahel d'abord, puisque l'Afrique centrale, bon, on a déjà abordé, probablement qu'on y reviendra. Quelle lecture faites-vous de cette recrudescence des coups d'État en Afrique de l'Ouest? Alors, je pense que l'une des grandes faiblesses des institutions panafricaines ou africaines aujourd'hui, que ce soit la CEDEAO, l'Union africaine, la CEMAC, etc., c'est toujours de regarder les problèmes au niveau de leurs conséquences, etc., et de ne jamais vouloir revenir en cause. Parce que ça fait un moment qu'on nous a dit, au niveau de l'OUA, hein, on l'avait dit déjà à l'époque, au niveau de l'OUA, qu'il n'était pas bien d'arriver au pouvoir par des coups d'État, des choses comme ça, et que les gens qui venaient au pouvoir par des coups d'État n'étaient pas les bienvenus, etc., et tout ça. Bon, ça, c'était un principe. Je crois qu'il n'y a aucun Africain sérieux qui peut vous dire que oui, moi je suis d'accord que les gens viennent au pouvoir par les coups d'État plutôt que par des élections ou plutôt que par une autre forme d'ailleurs
pacifique, hein, d'alternance ou des choses comme ça. Si on remonte même aux traditions africaines, on va constater que pour que vous soyez désigné chef, vous devriez être quelqu'un qui fait, je dirais, le consensus. Le consensus, Sous le, sur, quelqu'un qui fait le consensus sur le fondement de vos talents et de vos compétences. C'est comme ça que les chefs traditionnels africains étaient souvent désignés. Même au sein d'une famille, vous pouvez avoir 5 enfants. Celui qui est l'aîné, si on constate qu'il n'est pas en mesure de diriger parce qu'il n'a pas les capacités et le talent nécessaire pour maintenir une famille en cohésion, eh bien, on va choisir son cadet et il va devenir le chef et le représentant de la famille. Naturellement, oui. Mais il s'est passé quelque chose depuis les indépendances, c'est qu'on a commencé à prendre des gens qui arrivaient au pouvoir parce qu'il fallait qu'ils soient en accord avec l'Occident. Et que les Africains sont entrés dans ce jeu-là, mais sans mesurer les conséquences de ça sur l'avenir du fonctionnement des institutions africaines. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui dans cette logique-là? C'est qu'on a une série de gens, que ce soit au niveau de la CEDEAO ou africaine, qui vont toujours dans le sens de ce que veut l'Occident et pas dans le sens de ce que veulent les Africains. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que les institutions européennes même ont déjà ce problème-là. C'est-à-dire les Européens en Europe contestent déjà la légitimité de l'Union européenne en ce que l'Union européenne fait des choses qui ne vont pas dans le sens de ce que souhaitent. Dans le sens des intérêts, voilà. Et ça a été le cas du référendum de 2005, où les populations européennes ne voulaient pas de cette Europe qu'on voulait construire disons, à tout prix, de façon un peu brutale, etc. Et où les gens ont préféré disqualifier l'opinion, le nom des Européens pour pouvoir valider le oui. Et l'Union africaine et la CEDEAO semblent agir de la même façon. Donc, évidemment, vous avez eu un coup d'État en Côte d'Ivoire contre Laurent Gbagbo. On n'a pas contesté, on n'a pas dit que ce n'était pas une bonne chose. On a eu un coup d'État contre Roch Kaboré au Burkina. On n'a pas dit que ce n'était pas une bonne chose. On a eu un coup d'État contre Alpha Condé en Guinée. On n'a pas dit que c'était une bonne chose. Il y a un coup d'État au Niger. Subitement, tout le monde vous dit que c'est une mauvaise chose. Il faut cesser ça. Et là, on déploie toutes les mesures, tous les moyens pour vouloir même attaquer. Mais écoutez, est-ce que ces pays, moi je pars de l'idée que les gens ont parfaitement le droit d'être en désaccord avec le Niger, avec le Mali, avec le Burkina Faso. Mais est-ce que ça justifie qu'on les écarte des institutions africaines? Ce sont des États qui ont participé à la création de ces institutions. Pour quelles raisons est-ce que l'État malien, est-ce que l'État burkinabé ou nigérien a cessé de fonctionner parce qu'il y a des gens qui sont arrivés au pouvoir par la voie des armes? Et est-ce qu'on a écouté les raisons qui ont conduit à ces coups d'État? Parce que pour moi, c'est la question essentielle. Tant qu'on ne répond pas à cette question, on ne résoudra jamais les problèmes de ces pays parce qu'il y aura encore d'autres coups d'État qui vont venir et on va continuer tantôt à exclure les uns, tantôt à intégrer les autres. Il y a eu des gens qui ont modifié la Constitution pour faire un troisième mandat au sein de la CEDEAO. Est-ce que c'est quoi ça? Ça, c'est un coup d'État. Parce que c'est contre la Constitution du pays. Et quand vous tolérez ça au niveau de la CEDEAO et au niveau de l'Union africaine, vous voulez que les Africains réagissent comment? Vous voulez que les gens qui ont des frustrations dans ces pays réagissent comment? Ils ne peuvent réagir que par coup d'État. Moi, je ne suis pas en train de dire que les coups d'État sont bons. Hein. Je prends la logique de ceux qui, tantôt, laissent les coups d'État se faire sans les remettre en question, tantôt se précipitent pour les condamner sans chercher à savoir qu'est-ce qui les a amené ces coups d'État. Donc ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet sur la question géopolitique, c'est qu'en fait, derrière toutes ces choses-là, qu'est-ce qu'il y a?
c'est que les gens en Guinée savent qu'ils ont des ressources minières très importantes. Les gens en République, les populations du Niger savent que leur pays a l'uranium, a des minerais. Les Maliens savent également la même chose. Donc, vous ne pouvez pas continuer à faire du baratin à tous ces gens-là. Ils savent que les gens viennent là pour leurs ressources naturelles. Ça, il faut mettre ça sur la table. Il ne faut pas qu'on évacue ça et on parle des droits de l'homme, etc. C'est du mensonge. Et il faut que les gens comprennent que les Africains aujourd'hui en ont marre aussi du mensonge, y compris dans les rangs du pouvoir. Tous les régimes, hein, je le dis tranquillement, parce que moi, je ne suis pas un homme politique, donc moi, je n'ai rien à vendre et je n'ai rien à gagner dans ces milieux-là. Bon, mais comme je connais beaucoup de gens dans tous les milieux politiques, que ce soit ceux qui sont au pouvoir ou sont dans l'opposition, moi, je peux dire les choses. Il faut que les gens comprennent que même quand on soutient un régime dans lequel on sait qu'il y a beaucoup de mensonges, eh bien, le premier adversaire qui veut mettre ces régimes hors d'état de nuire, il va trouver des alliés au sein même du régime. Et c'est exactement ce qui s'est passé aussi au Mali. C'est ce qui s'est passé en Guinée. Vous voyez, celui qui a renversé le président guinéen, Alpha Condé, c'était le patron de sa sécurité, qui lui tenait le parapluie tout le temps sous la pluie. Donc, Pareil pour le Niger, oui, oui, c'est vrai. mais essayez, je pense que le message qui est envoyé aux dirigeants africains de tous les pays à travers ce qui se passe au Sahel, c'est que les gens commencent à comprendre le jeu et cesser de fonctionner comme vous avez fonctionné dans les années 70, 80, parce que vous avez des enfants qui sont nés en 1900, en 2000, qui ont 20 ans aujourd'hui, donc qui n'ont connu que le même président, avec les mêmes méthodes, avec les mêmes choses. Mais à un moment donné, ils peuvent en avoir marre. Il y a des gens dans ces mêmes pays, même au sein des gouvernements, qui sont arrivés là. Ils vont être d'accord avec le régime parce que le régime leur fait des faveurs et vous nomme ministre, vous êtes heureux, on vous donne des postes directeurs de cabinet, de ceci, vous êtes content, mais vous savez que votre pays ne fonctionne pas bien. Vous le savez, mais vous le validez parce que vous, ça vous arrange personnellement. Le problème, c'est que on ne peut plus continuer à vivre de cette façon-là avec des îlots de richesse agressive, exponentielle, avec des océans de misère autour de vous, pendant le même temps où les gens voient ce qui se passe dans d'autres pays du monde, comment d'autres pays. Vous savez, maintenant, le rêve des Africains, c'est Dubaï. C'est de voir Dubaï, c'est de voir la construction de Dubaï, etc. Ben, écoutez, qu'est-ce qui empêche tous ces pays africains de construire leurs États de façon respectueuse? Ils peuvent piller les caisses s'ils veulent, mais construire aussi. C'est pas incompatible, hein? Bien entendu. Alors, Charles Onana, on va terminer par cette dernière question. Donc, est-ce qu'on peut penser que finalement, l'option militaire brandie par la CEDEAO contre le Niger est une manière de vouloir occulter le vrai problème tel que vous étiez en train de le dire, c'est-à-dire les problèmes qui se posent dans ces pays-là, notamment le pillage des matières ou des ressources naturelles pour maintenir évidemment ces populations dans la précarité? Je note que depuis quelque temps, j'ai vu qu'il y avait des ministres des Affaires étrangères des pays de l'Afrique centrale avec des pays de l'Afrique de l'Ouest qui essayaient de se constituer en marge de la CEDEAO, de l'Union africaine, pour essayer de créer une dynamique, ce qu'ils appelaient des cercles de réflexion. Je ne connais pas très bien les tenants et les aboutissants, mais j'observe simplement comme politologue la démarche politique et intellectuelle. Ça signifie que personne ne croit plus aux institutions africaines aujourd'hui, en tout cas telles qu'elles fonctionnent. La CEDEAO souffre d'une question de légitimité. Et quand vous souffrez d'une question de légitimité, votre parole n'a plus de valeur. Et c'est ça la question. Et donc, est-ce que effectivement leur objectif c'est d'écarter ça? Oui, en partie oui, parce que poser les vraies questions nécessite que ceux qui
sont à la tête des États doivent aussi questionner leur propre action politique vis-à-vis de leur pays. Et ça, c'est une question à laquelle la plupart des dirigeants africains aujourd'hui ne parlent pas. Hélas, mais il va falloir au moins qu'ils fassent confiance à leur jeunesse et qu'ils arrivent aussi à comprendre que le temps a passé et qu'on ne peut pas être éternellement sur les mêmes chemins. En tout cas, merci Charles Onana. Je rappelle que vous êtes politologue, journaliste enquête, essayiste et éditeur. Nous étions là en train de parler de votre ouvrage Holocauste au Congo, l'omerta de la communauté internationale. Grand merci d'avoir été disponible pour TELAC TV. Merci beaucoup et bon courage à vous. En tout cas, je vous en prie. Merci, mesdames, messieurs, d'avoir suivi cette émission. Comme d'habitude, je vais simplement vous rappeler notre petite prière, c'est de cliquer sur le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo pour nous aider évidemment à parfaire notre référencement, partager massivement cette émission et vous nous aiderez donc à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. N'oubliez pas de nous dire ce que vous pensez de cette émission. Quant à moi, on se retrouve très prochainement. Merci.